Nous sommes à présent en plateau avec Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions chez Myria AM. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas. Alors on va parler comme chaque mois de votre vision des marchés, vision que vous avez intitulée cette fois-ci « Gérer en ces temps d'exupérance irrationnelle » puisque on est dans un contexte d'épidémie mondiale, de coronavirus. C'est le sujet qui vient estomper un petit peu tous les autres. Et en fait la grande incertitude, c'est combien de temps ça va durer, quelles conséquences ça va avoir sur l'économie et sur les marchés financiers. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est comment on avance dans ce flou, entre guillemets. Quelles sont les hypothèses qu'on peut formuler? Voilà, alors c'est assez bien résumé puisque comme je l'ai écrit dans cette vision des marchés, on n'est pas épidémiologiste et en fait on ne sait pas si c'est une grippe, si c'est grave ou si c'est une pandémie qui va infuser de par le monde ou si c'est quelque chose qui est de l'ordre de la nouvelle maladie mais sous contrôle. Donc en tout état de cause, ce qu'on peut remarquer, c'est que en janvier, on a cru, enfin en tout cas on vivait dans un fantasme comme quoi ça devait être localisé à la Chine. On s'est dit que ça ne sortira pas des frontières. Voilà exactement, donc ce qui était toujours un peu curieux alors que le trafic aérien est quand même très important. Et on a finalement rebondi au début du mois de février pour voler de record en record. Patatras, le 20, on a l'Italie qui annonce... On volait de record en record sur les marchés financiers. Absolument, oui, sur les marchés financiers, pardon. Et en fait, on a l'Italie qui nous annonce d'un foyer de coronavirus. Et là, les marchés commencent à dérailler complètement. Parce que là, du coup, on se rend compte que ça sort de Chine, qu'il y en a en Corée du Sud, en Iran et en Europe, voire même aux États-Unis. Voilà, exactement. Donc, on a une fébrilité qui infuse vraiment très largement. Et donc, on a la pire semaine, la quatrième pire semaine de l'histoire de Wall Street depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, nous, dans ces conditions-là, ce que j'ai voulu écrire, c'est comment est-ce qu'on gère dans ces temps de stress intense où un événement exogène arrive. Alors, on n'est pas du tout dans la politique comme on a pu le faire, on a pu largement le commenter l'année dernière avec une guerre commerciale sino-américaine. Là, on est sur quelque chose d'assez stressant, puisque c'est une maladie, on a du mal à avoir quels sont les remèdes, on a du mal à voir quelles sont les précautions à prendre. Et puis, nous, on habite Paris, c'est vrai que quand on prend le métro pour venir, par exemple, dans un studio, on a du mal à voir comment on pourrait être confiné, en fait. Bien sûr, complètement. Ouais. Donc, l'idée, c'est de savoir ce qu'on peut faire et quelles sont les grandes lignes d'allocation d'actifs qu'on peut en tirer. Alors, avant la baisse surprise de la Fed, donc la vision des marchés a été écrite au début du mois de mars. Et c'est vrai, ce qu'on a dit, il y a quelque chose de très clair, c'est que, à notre avis, comme d'habitude, on va avoir des banquiers centraux qui vont être extrêmement présents. Alors, avant de venir ici, donc il y a 2 jours, la Fed a fait un mouvement surprise de baisse des taux de 50 points de base. Exactement. Ça ne nous a pas vraiment surpris. Ce qui nous a surpris, c'est qu'elles n'attendent pas finalement la réunion de politique monétaire qui est prévue le 18 mars. Ça, c'était assez surprenant. C'est rare quand la Fed rentre comme ça de plein pied dans les marchés avant une réunion, en plein milieu de 2 réunions. Voilà, il y a eu 2008, c'est la dernière fois où finalement la Fed a surpris les marchés avec une baisse surprise des taux d'intérêt de 50 points de base en dehors de toute réunion de politique monétaire. Mais ça veut dire quoi ça du coup? C'est alarmiste pour les marchés ou au contraire ça montre que ça va venir soutenir? Puisque du coup si la réaction est aussi entre guillemets anormale, est-ce que ça montre que du coup il faut s'attendre au pire pour la suite? Alors, nous on l'a pas du tout pris comme ça. C'est-à-dire qu'on refuse d'avoir la moindre idée de est-ce que c'est alarmiste ou pas. On n'est pas banquiers centraux. Et ça, c'est quand même très important de préciser. Ni épidémiologiste. Exactement. On n'est pas en lien avec le bureau de Donald Trump, même si Jérôme Powell a dit qu'il n'y avait absolument aucune politique là-dedans. Et on n'est pas du tout en campagne présidentielle américaine. Mais en tout état de cause, ce qu'on peut dire, c'est que on a un stress intense sur les marchés. La réponse de la Fed nous semble parfaitement appropriée et c'est complètement dans le mandat de la Fed de dire on a des pics de volatilité qui sont inexplicables, explicables par un contexte très lourd, mais en tout cas ces pics de volatilité ne peuvent pas être admis dans un marché financier qui doit fonctionner normalement. Donc moi, ce que j'en ai déduit, c'est que la Fed s'est dit calmons tout le monde et surtout quand on intervient entre 2 réunions de politique monétaire, alors ça j'ai redécouvert récemment, c'est qu'à la prochaine réunion de politique monétaire, donc en mars, normalement ils font le même mouvement.
Donc on arriverait à -1 entre guillemets. Voilà, c'est là où en fait, c'est peut-être ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'il va falloir qu'il délivre. C'est-à-dire que normalement le marché s'attend encore à 50 points de base de baisse le 18 mars, à moins qu'on trouve un vaccin d'ici là, ce qui est extrêmement peu probable. Mais l'idée de rentrer de plein pied dans les marchés nous semble absolument dans le rôle d'une banque centrale quand on voit des pics de volatilité qui sont à des niveaux extrêmement élevés. Alors pas élevés comme en 2008, mais on a atteint 45 sur le VIX qui est un niveau extrêmement élevé. Alors la question c'est donc comment est-ce qu'on navigue dans ce contexte? Là on parle effectivement donc du soutien de la Fed, ce qui rentre dans un des 3 scénarios que vous formulez dans votre vision des marchés, qui est du coup une baisse plus ou moins importante de la croissance mondiale en 2020, soutenue du coup, qui oblige du coup les banquiers centraux à venir soutenir l'économie. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui nous a semblé complètement évident. Donc on a renforcé notre pari long duration, enfin pari en tout cas notre exposition très longue en duration sur notamment la courbe américaine, puisque c'est là encore où il y a un surcroît de rendement par rapport à l'Europe, puisqu'on n'est toujours pas en taux négatif. Et grand bien nous en a pris, puisque on a vu un 10 ans américain suite à cette baisse surprise de la Fed aller jusque sous les 1%. C'est un niveau jamais atteint. Même au pire de la crise précédente, on était à 1,5, 1,6. Donc là, on est vraiment sur un 1% autour pour le 10 ans américain. Et donc, on a des emprunts d'État américains de duration longue. J'ai fait le bilan hier qui progresse depuis plus de 15% depuis le début de l'année, que ce soit en euros ou en dollars, puisque le dollar est à peu près ne progresse pas par rapport à l'euro depuis ce mouvement. Alors ça c'est pour la première hypothèse. Deuxième hypothèse, une perte de croissance à court terme et suivie d'un rebond parce que l'épidémie pourrait être rapidement sous contrôle. Alors ça c'est à l'heure actuelle ce qui est notre hypothèse de base, c'est que on ne sait pas si c'est une grippe et en fait on est parti du principe que le coronavirus pourrait avoir la saisonnalité d'une grippe. Ce qui reste à prouver, hein, mais bon, en tout cas, on est parti. Il faut faire des hypothèses. Voilà, donc on est parti là-dessus. On peut très très bien se tromper, mais en tout cas, à court terme, c'est ce qu'on croit, c'est que il y a une saisonnalité de grippe, et donc. Comme c'est un choc macroéconomique d'un fait complètement exogène, on pense que la croissance va certes ralentir fortement au premier trimestre, mais sous réserve que l'épidémie disparaisse, on pense que cette croissance va être partiellement récupérée. Notamment parce qu'on voit le FMI a annoncé un plan de soutien de 50 milliards de dollars, la Chine en début février a annoncé 157 milliards d'euros de soutien à son économie, c'est un tiers du plan qui avait été fait lors de la précédente crise financière. Donc c'est quand même des mouvements énormes d'injection d'argent dans l'économie. Donc même si on a une baisse soudaine de la croissance un peu partout dans le monde, on pense que cette croissance va être récupérée au cours de l'année. Ça, c'est une hypothèse qu'on formule parce qu'on pense qu'il va y avoir une saisonnalité assez contenue du virus. Ça peut bien évidemment évoluer. Donc ça, c'est la deuxième hypothèse. Et troisième hypothèse, donc vous venez de l'évoquer aussi, c'est du coup ce soutien des gouvernements en plus des banques centrales qui viennent soutenir l'économie de leur pays pour limiter la casse entre guillemets. Exactement. On a déjà parce qu'on a eu un dernier trimestre de croissance négative, donc dernier trimestre 2019 de croissance négative en France. On pense que malheureusement le premier trimestre va être également négatif sur la France. Alors du fait du coronavirus, mais aussi du fait de la queue des grèves. Bien sûr, oui, le tout n'est pas à relier au coronavirus, voilà, à la dernière actualité. Voilà, donc il y a qui s'est prolongé donc en 2020. Donc on va avoir normalement une récession technique sur la France, ou en tout cas si c'est tout comme. Si on l'a pas, c'est vraiment tout comme. Donc on a des institutions européennes, américaines, asiatiques qui essaient de soutenir largement les économies. Donc on a vu des plans, la BCE s'interroge pour soutenir les PME. Donc on a tout un artifice de mesures qui se met en place, et c'est aussi la raison pour laquelle on pense que cette crise est prise à bras le corps véritablement, aussi bien par les banquiers centraux que par les gouvernements. Et c'est vrai que la répression financière avec des taux d'intérêt extrêmement bas donne des munitions au gouvernement pour pourquoi pas s'endetter un peu plus. Et alors pour conclure, comment est-ce qu'on adapte sa gestion dans ce contexte? Vous focalisez sur le
le court terme du coup en ce moment. Exactement, parce que si on revient avec notre scénario 2020, en fait on a un scénario 2020 assez constructif qu'on a élaboré début janvier, donc on pensait que la croissance était plutôt sous contrôle et pouvait surprendre à la hausse. Là c'est vrai qu'on est pris à revers sur ce scénario de marché, mais les grandes lignes c'est finalement on peut résumer à une seule méthode, revenir aux indices de référence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, avec l'argent des clients, finalement, penser qu'on a la vérité absolue. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a prévu de délivrer une performance en relation avec nos indices de référence, et en ces temps d'extrême volatilité, le mieux c'est de finalement focaliser sur nos indices et de délivrer une performance conforme à la hausse ou à la baisse. Ça c'est le problème, mais à la hausse ou à la baisse, conforme aux directives de gestion qui sont dans nos fonds. Donc, on réduit en fait les erreurs de suivi ou tracking error. On est très long duration parce que ça c'est vraiment une idée qui est plutôt protectrice. C'est vraiment de l'assurance de portefeuille. Et sur les actions, finalement, on est très très proche de nos indices avec un niveau moyen sur un équilibré 50-50 de 50%. Tout ce qu'on a fait, c'est que dans la baisse, on a renforcé en fait les actions pour maintenir justement ce niveau action à 50%. Et si rebond il y a, on écrêtera pour pouvoir finalement rester assez proche de nos indices de référence et pourquoi pas reprendre notre scénario de marché tel qu'on l'avait envisagé en janvier. Et alors je rappelle du coup Pierre Bismuth qu'on peut retrouver toutes les principales caractéristiques financières du portefeuille modèle de Myria AM dans la vision des marchés qu'on peut retrouver sur votre site internet. Absolument. Merci beaucoup Pierre Bismuth pour votre analyse. Merci Nicolas. Et je rappelle que vous êtes directeur général et responsable des gestions chez Myria AM.